J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi j'ai racheté du Pernod Ricard là sur les 110. Donc, je vais vous mettre une analyse que j'ai faite du Q1 2025, c'est le dernier rapport de Pernod Ricard, et on va également faire une comparaison du Q1 2025 versus le Q4 2024, donc du dernier. Alors oui, Pernod Ricard, il y a un petit décalage, c'est-à-dire que là, effectivement, ce n'est pas le Q3 ou le Q4, c'est effectivement le Q1 2025. C'est un peu comme sur Nvidia, ils ont un décalage comme ça. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est là-dessus qu'on va se focaliser dans cette vidéo. Donc voilà, petite vue d'ensemble là, sur Pernod Ricard, effectivement, on s'est complètement effondré. Moi, j'ai commencé à en acheter assez haut, là, maintenant avec du recul. C'est vrai que j'en ai acheté sur les 150. Ensuite, j'ai renforcé sur les 135 et ensuite, j'ai renforcé également sur les 122 et là, j'ai de nouveau renforcé sur les 110. Toujours aussi confiant. Ma thèse de départ n'a bien évidemment pas changé. C'est toujours les mêmes problèmes. Alors, vous allez voir que là, le Q1 2025 est quand même particulièrement décevant par rapport à ce que l'on pouvait attendre. Mais encore une fois, ça vient pas de l'entreprise, ça vient vraiment du marché sous-jacent, marché de l'alcool, de la Chine. Ils ont également, je vais vous le mettre dès maintenant, mais tu vois, pour vous donner une idée. Alors, attendez, c'est où? Voilà, c'est là. Là, toi, j'étais juste sur le passage, par exemple. Donc ça, c'est le Q1 voilà, 2025, le conference call, hein, tout simplement, de Pernod Ricard. Et ouais, j'ai juste sur les tarifs chinois. Là, ils nous ont dit concrètement à combien ils priceaient ces impacts des tarifs chinois. Là, ils pricent ça en fait à 4% de l'EBIT. Donc l'EBIT, c'est l'Earning Before Interest Tax. Donc ça fait 130 millions. Voilà, 130 millions ici sur une base annuelle. Et là, dans toute leur anticipation, ils ont déjà pris en compte ces impacts. Donc, pour vous donner une idée, là, on a actuellement effectivement un EBIT de 3 milliards. Donc, 130 divisé par 3000, 3 milliards, ça fait effectivement à peu près du 4%. Donc, oui, voilà. Là, les tarifs chinois vont les impacter à hauteur de 4%. Donc, c'est pas non plus énorme, d'accord? C'est pas non plus énorme. On a également des bonnes perspectives sur 2025, d'accord? On va le voir ensemble. Mais c'est vrai que sur du court terme, là, on s'est fait éclater en termes de marge. On est passé de marge de 18% à 12%. Donc, bien évidemment, le bénéfice net, il s'est fait massacrer. Et sinon, juste d'un point de vue dividende, voilà, concrètement, là, pourquoi j'en achète, c'est parce que on a quand même sur Pernod Ricard, il faut que vous vous rendiez compte qu'on a là le yield actuel, il est de 4,5%. C'est le rendement le plus élevé depuis que Pernod Ricard est coté en bourse. Donc c'est exceptionnel. Faut même en 2000, vous voyez, même en 2010 finalement, on était à seulement 2% de rendement. Même pendant le Covid, là au plus bas, on était à 2% de rendement. Donc là, on est à quasiment 4,5% de rendement. C'est exceptionnel. Alors oui, effectivement, le payout ratio a augmenté à 80%. Donc c'est bien au-delà des périodes précédentes. Mais pourquoi elle a augmenté à 80%? C'est parce que le bénéfice net s'est effondré à cause de l'augmentation, enfin à cause de la diminution des marges. Donc étant donné que le payout ratio, c'est le montant que vous versez en dividende comparativement au bénéfice net, si votre bénéfice net finalement il baisse et que vous gardez le même dividende, eh bien le payout ratio, lui, il explose, d'accord? C'est pour ça. Mais on va voir ensemble si on normalise les marges, c'est-à-dire que si on se base, là je pourrais vous le mettre ici, peut-être le résumé, le résumé. Voilà, donc pour les perspectives de 2025 selon le management, alors encore une fois, il faut prendre avec des pincettes puisque là, plus on avance, plus en fait, ils en savent rien du tout. Tout ce que l'on sait, en fait, on connaît les problèmes. Les problèmes, c'est effectivement la cyclicité du marché. Oui, effectivement, Pernod Ricard, c'est défensif, mais c'est pas autant défensif, par exemple, que des marques qui vont être à 100% dans les beverages type bière. D'accord, les bières, effectivement, c'est de l'alcool qui est pas cher, récession ou pas, les gens ils vont continuer d'acheter des bières. Là, Pernod Ricard, on est quand même sur quelque chose qui va plutôt être milieu de gamme, voire haut de gamme pour pas mal de segments. On va également le voir ensemble dans leur stratégie. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est défensif, mais dans une certaine mesure, quand effectivement l'économie va mal, Pernod Ricard, on voit bien que les revenus, les marges, etc., tout ça, ça se compresse. Donc effectivement, ça a une répercussion dans le prix par action. Et là, voilà ce qu'ils ont dit. La croissance modérée prévue pour l'année avec un retour des marges stables. Donc retour des marges stables, ça voudrait dire techniquement des marges qui reviennent, allez, on va dire sur les 16% à peu près. Là, on est sur du 12%. Donc, si on revient sur des marges de 13% avec une croissance neutre, c'est-à-dire avec un chiffre d'affaires qui est toujours sur les 11,5, et bien en fait ça fait 11,5 fois tout simplement fois 16, fois excusez-moi 0,16, 16% de marge, ça ferait un bénéfice net de 1,84 milliard. Donc en fait on reviendrait, vous voyez, sur des bénéfices nets qui étaient ici 1,8, 1,9. Et donc si maintenant je prends du 1,84 pour aller le mettre en PE ratio, donc pour voir à peu près à combien de fois on se payerait les bénéfices sur Pernod Ricard dans un an avec ces nouvelles marges, eh bien, étant donné qu'on a une capitalisation boursière, alors il faut que je la trouve, elle est ici de 27,
je vais faire 27 divisé par 1,85, le bénéfice net, ça ferait un PE ratio, un forward PE, en prenant en compte cette augmentation des marges et cette stabilisation du chiffre d'affaires, ça nous ferait voilà, un PE ratio de 14,5. Et encore une fois, payer Pernod Ricard à 14,5 fois les bénéfices, c'est exceptionnel. Le marché ne nous a jamais donné de telles opportunités sur Pernod Ricard. Alors voilà, ici, je vous ai mis l'historique du PE ratio de Pernod Ricard. Bon là, c'est un excès parce que les bénéfices pendant le Covid, évidemment, s'étaient effondrés. Mais si par exemple, voilà, je me mets, en fait, il faudrait revenir sur les niveaux de 2014 pour avoir un PE de 15. Donc c'est vraiment exceptionnel. On revient vraiment sur des niveaux qu'on avait très rarement atteints. Voilà, il faut venir 10 ans en arrière. Et sinon, on voit que, ok, on s'est déjà négocié. Toi, vous voyez, effectivement, en 2011, bon, 2011, je rappelle le contexte, hein, c'était pas très très glorieux. Donc il faudrait revenir voilà, en 2011 pour avoir du 12 fois les bénéfices. Alors du 12 fois les bénéfices sur Pernod Ricard, ça ferait 12 fois, eh bien, je prends le bénéfice net là, de 1,8 milliard que l'on a vu à l'instant. Ça ferait une market cap de 21, 22 milliards. Donc une market cap de 21, 22 milliards, on est à 27, ça fait à peu près une baisse voilà, de 20% à peu près. Pour aller à 22, oui, ça fait une baisse de 20%. Donc ça ferait un prix par action à 90, on est à 110, voilà, 92 à peu près. Oui, voilà, ouais, c'est ça, à 90. Donc globalement, si je mets Pernod Ricard baisse sur les 90, ça vous ferait un PE de 12. Donc c'est quand même, encore une fois, je me répète, exceptionnel. Alors je sais que ça fait peur également d'acheter là, voilà, du Pernod Ricard comme ça sur les plus bas. Et sur Pernod Ricard et plus particulièrement en bourse, je vous encourage vraiment à prendre un peu de la distance avec le prix en bourse, avec les fluctuations, etc. Et vraiment raisonner en termes de business. Enfin, vous savez, il y a deux grandes écoles. Hein. Il va y avoir l'école du momentum et l'école de l'investissement long terme. D'accord. Les momentum, par exemple, vous allez vous faire une watchlist d'ETF ou d'actions, de 20 actions, d'accord. Et tous les 3 mois, par exemple, eh bien, vous allez prendre les top 3. Vous allez regarder le top 3 des entreprises ou des ETF dans votre watchlist qui ont les mieux performés et vous allez les acheter. Et comme ça, tous les 3 mois, vous allez re-regarder à chaque fois les top 3 qui ont le mieux performé. Si c'est les mêmes, vous gardez celles que vous avez en portefeuille. Et si ce sont les d'autres, vous vendez celles que vous avez pour racheter ceux qui ont encore mieux performé. Et vous faites ça constamment. Donc évidemment que dans ce cas-là, vous n'allez pas acheter du Pernod Ricard, d'accord. Vous n'allez pas acheter non plus du Parex, vous allez plutôt vous focaliser sur des boîtes comme Nvidia, comme je sais pas, on pourrait mettre comme quoi d'autre, oui, toutes les boîtes qui ont vraiment explosé avec un fort momentum. Et moi, c'est pas ça que je ne fais. Voilà, je ne fais pas du tout ça. Moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre le prix en bourse. Moi, tout ce qui me donne comme information, c'est ok, sur Pernod Ricard 110. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce que ça correspond à quoi? Ça correspond à 27 milliards. Là, sur les 200, ça correspond tout simplement à 55 milliards, d'accord. Et avec cette information-là, je me dis, ok, est-ce que j'immobilise de l'argent par exemple sur Pernod Ricard pour l'acheter à 55 milliards, compte tenu finalement de ce que le business dans la vraie vie me rapporte et sur ce que le business dans la vraie vie peut me rapporter dans le futur. Et donc en fait c'est vraiment, c'est à chaque fois c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est à quel point en fait, à quel point vous êtes sûr que le business que vous allez acheter, d'accord, sur lequel vous allez mettre de l'argent, va d'une part vous délivrer de l'argent dans le futur et à quelle fiabilité vous pensez pouvoir récupérer cette somme. C'est-à-dire à quelle fiabilité vous pensez que Pernod Ricard va dans le futur délivrer de l'argent, d'accord. Plus c'est entre guillemets simple à anticiper, donc plus c'est évident, plus le business en bourse va se négocier cher et plus il y a de l'incertitude, plus évidemment le prix en bourse va se négocier tout simplement à des multiples très faibles. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en bourse, il faut savoir que le marché réagit toujours aux news vraiment sur le court terme. Et là où justement vous avez un avantage, et là où moi je capitalise, c'est comme ça qu'en bourse je gagne de l'argent, c'est en fait en sacrifiant le court terme pour le long terme. C'est aussi simple que ça. Là, Pernod Ricard, est-ce que la baisse de Pernod Ricard est justifiée? À court terme, oui, elle est justifiée. Pernod Ricard, on est passé d'une boîte qui faisait 2 milliards de bénéfices nets à 1 milliard. Évidemment que c'est justifié, que le prix en bourse s'effondre, d'accord. Mais la question, c'est est-ce que justement vous pensez que le bénéfice net va repartir de 1 milliard à 2 milliards dans le futur? Est-ce que vous pensez que le marché sous-jacent sur lequel est Pernod Ricard va de nouveau repartir? Est-ce que vous pensez que la Chine va repartir? Voilà, bref, est-ce que vous pensez que Pernod Ricard va repartir? Si la réponse est oui, il faut absolument que vous tiriez parti de la réaction court terme du marché qui a baissé de 50% pour acheter Pernod Ricard, et comme ça dans 1-2 ans quand ça va repartir, vous serez super bien positionné, d'accord. C'est exactement ce que j'ai fait par exemple sur Parex. Sur Parex, ça a très bien fonctionné. Vous voyez, sur Parex,
Ah bah, j'y suis directement sur Interactive Broker. On a fait un live avec Paul il y a 2 mois. J'ai acheté donc évidemment, voilà, ici au plus bas et en fait, tout le monde nous avait dit, enfin non, pas tout le monde, je dis des conneries. Voilà, il y avait pas mal de personnes qui nous avaient dit: «Ouais, vous êtes fous d'acheter un couteau qui tombe et cetera. Faut jamais acheter un couteau qui tombe». Mais en fait, c'est parce que vous avez un raisonnement trader, c'est parce que vous avez un raisonnement de momentum. Moi, ce n'est pas le cas. Quand je vois du Parex comme ça, je vois juste une entreprise qui est passée de 3 milliards à 800 millions quand on l'a acheté et je vois juste qu'en fait les opérations, donc c'est des puits de pétrole, en fait, il y a pas de raison que ça délivre pas de la valeur. Il y a un dividende de 12%, donc je me positionne dessus. Là, bon, ok, très bien, ça a augmenté, mais en fait, je m'en fiche. Si ça baisse, ça n'aurait eu aucun impact. Si ça baisse, je serais allé lire le rapport trimestriel. S'il est positif, bah, j'aurais renforcé. S'il est négatif, je me serais dit: ah ouais, ok, bah, effectivement, peut-être qu'il y a un peu, il y a un peu plus d'incertitude quant aux justement bénéfices qu'on va en avoir dans le futur. Quand voilà, il y a un peu plus d'incertitude sur sur le cash que l'entreprise peut reverser dans le futur. Et donc dans ce cas-là, j'aurais pas forcément renforcé. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut raisonner. Et là encore une fois, bah, sur Pernod Ricard, voilà, je me répète, mais là c'est sur les 110, c'est sur les 27 milliards. Je pense qu'on peut revenir sur des bénéfices nets de 2 milliards allez, dans 2-3 ans. Et je pense qu'après, on peut avoir une croissance de 5, 6, 7% par an. C'est exceptionnel. Là, regardez, je vous ai mis le fameux graphique que je vous partage souvent. Alors pour les nouveaux, ici vous avez le rendement du dividende sur le prix d'acquisition là en ce moment. Là vous achetez du Pernod Ricard actuellement, vous avez 4,5% de dividende au prix d'acquisition. Ici vous avez le taux de croissance du dividende par an. Et en fait vous voyez ici là le 10, 10, 10, donc ça c'est le break-even. Là ici entre le rouge et le vert c'est dans 10 ans. En fait là c'est vraiment combien de temps ça va vous prendre, d'accord, pour faire 10% par an avec le taux de rendement. Par exemple, si vous achetez une entreprise, on va dire comme Air Liquide, avec 2% de dividendes au prix actuel, eh bien, il vous faudra une croissance du dividende de 15% par an pour que dans 10 ans, vous ayez là 10% de rendement sur votre prix d'acquisition. Si vous prenez du Pernod Ricard avec 4,5% de rendement, il vous faut seulement une croissance de 3% par an du dividende pour faire du 10% de rendement sur votre prix d'acquisition, de yield on cost dans 10 ans. Alors ça prend en compte le réinvestissement des dividendes et ça prend également en compte, là, comme on parle de 10 ans long terme, et bien si par exemple vous prenez une croissance de 8% du dividende, ça émet l'hypothèse que le prix par action va lui augmenter de 8% également, donc comme l'augmentation de dividende. Sur le long terme, de toute façon, les bénéfices, enfin le prix en bourse est corrélé aux bénéfices. Ok. Et justement, si vous ne réinvestissez pas les dividendes, bah, ça n'a rien à voir effectivement sur Pernod Ricard. Si vous ne réinvestissez pas les dividendes, il vous faudra une croissance de 8% par an pour atteindre du 10% dans 10 ans. Alors que si vous réinvestissez, il vous faut seulement une croissance de 4%, ok, ou même de 3%, excusez-moi. Donc voilà, moi je pense qu'on va avoir une croissance de 6-7%. En fait, finalement, on sera plutôt sur les 12-13% dans 10 ans de yield on cost. Donc pour, encore une fois, également, ce qui est très important, c'est quel type de profil vous êtes. Sur Pernod Ricard, si vous êtes un profil qui en fait, qui veut un rendement, du dividende, tout simplement du dividende avec une croissance et déjà un yield actuel, là en ce moment c'est super bien. Mais c'est clair que si jamais vous voulez vraiment, si vous êtes plus dans une optique de, comment dire, d'augmentation de capital, donc vraiment de développer un capital, il faut plutôt privilégier des boîtes, par exemple comme Crocs. Voilà, Crocs pareil, là j'ai pris une position avant-hier sur Crocs, là encore une fois, regardez, couteau qui tombe, Crocs. J'ai acheté un call dessus, j'ai racheté un call, excusez-moi. Vous voyez, Crocs, ça s'est effondré, ça s'est complètement effondré. Là, j'ai acheté un call justement sur les 98 avec une échéance de 2027, donc une grosse échéance. Ça, c'est plutôt quelque chose, voilà, pour dynamiser le portefeuille. Pareil, Parex, c'est exactement pareil. Voilà, Google, voilà, pareil. Encore une fois, du Google, vous voyez. Là, c'était encore une fois le couteau qui tombe, quoi, du Google là ici. J'avais racheté un call qui d'ailleurs, j'ai bientôt 100% de plus-value sur le call, donc c'est exceptionnel. Là, encore une fois, je m'attarde là-dessus, mais vraiment, faites pas confiance, c'est super important. Dites-vous vraiment que si vous êtes momentum, là effectivement vous raisonnez à court terme et je dis pas que c'est mauvais, je dis juste qu'effectivement n'allez pas acheter du Pernod Ricard, d'accord, n'allez vraiment pas acheter du Pernod Ricard, achetez plutôt des boîtes qui ont super bien performé et dans 3 mois vous faites, vous faites un état des lieux, vous rachetez celles qui ont le mieux performé, etc., etc. Là vous faites dans une continuation de tendance. Mais si vous êtes là pour du long terme, abandonnez tout ça, abandonnez le prix par action, allez juste raisonner en termes d'entreprise dans la vraie vie et en termes de capitalisation boursière. Le problème c'est que là, comment vous allez vous faire votre argent, je vous l'ai expliqué, c'est en fait en profitant justement de toutes les personnes qui à court terme vendent parce qu'elles ne peuvent pas tolérer cette volatilité à court terme, elles sont totalement paniquées et c'est pour ça que Google par exemple, parce qu'on parle également, regardez, là Google, on parle de combien? Ça a mis combien? Ça a mis 164 jours pour être positif. C'est-à-dire que vous achetez une entreprise et ça met super bonne entreprise, etc. Et pendant 164 jours, le marché ne fait rien, voire il baisse au plus bas de 15%. Là, je sais pas, on pourrait regarder avec Tencent, par exemple, ma position sur Tencent. Ça a mis combien de temps? Regarde, ça a mis
Ça a mis, allez, on va se mettre ici. Vous voyez, ça a mis, par exemple, là, on parle quand même de 195 jours. Mais après, ça délivre, regardez, après, hop, bim. Après, ça te fait du 33%. C'est parfait. Pareil, du BlackRock, ça a mis combien de temps? Du BlackRock, on pourrait mettre, allez, ça a mis combien de temps? Du BlackRock, même si je me mets là, vous voyez, ça a stagné pendant combien de temps? 545 jours. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, ça fait pendant 1 an et demi. Pourtant, je suis à 61% de plus-value. Donc voilà, Google, on l'a vu ensemble, là, du Realty.com, par exemple, pareil, du Realty.com. Regardez un petit peu, du Realty.com, ça s'est pas fait comme ça. Realty.com, ça a mis, enfin, ça, en fait, ce que j'avais commencé, là, on dirait pas, on dirait que j'ai acheté le point bas, mais encore une fois, j'ai pas acheté le point bas. Enfin, si, j'ai acheté le point bas, mais j'ai commencé à acheter plus haut. En fait, j'ai commencé à acheter sur les 53, j'ai racheté sur les 51 et j'ai mis une énorme cartouche quand ça s'est effondré. Mais finalement, pendant du coup toute cette partie-là, j'étais en perte. Là, pendant 50 jours, j'étais en perte et avec des grosses sommes, d'accord. Et ensuite, ça a mis combien de temps? Ça n'a pas explosé d'un coup. Ensuite, ça a mis, allez, ça a mis, regardez, là, le marché vous teste, ça a mis 70 jours, ça a explosé. Ensuite, ça retombe totalement, vous êtes quasiment en flat et après, ça remonte et là, ça rebaisse. Il y a de la volatilité à court terme. Et là, sur Pernod Ricard, on est à combien là sur Pernod Ricard? Je vais me mettre sur Pernod Ricard. Allez, on va dire depuis ici, là, on va dire 150. Ça fait combien? Ça fait 52 jours. Rappelez-vous, sur BlackRock, ça a mis 500 jours. Et en plus de ça, sur Pernod Ricard, évidemment que ça va pas, enfin, ça va mettre un peu plus de temps que prévu parce que là, le Q1, justement, on va le voir ensemble. Il est pas si, voilà, il est pas excellent. Je crois que enfin, la Chine, c'est encore parti à la baisse. Enfin, c'est encore reparti, excusez-moi, à la baisse. Donc, on n'est pas encore sur vraiment le truc qui explose. Parce que bien évidemment, sur BlackRock, pourquoi ça a explosé? C'est parce qu'en fait, le marché s'est repris. Les actifs sous gestion se sont repris. Ils ont fait énormément d'argent avec leur partie ETF, avec leur partie gestion active, pareil avec Aladdin, etc. En fait, il faut vraiment un catalyseur. Là, en ce moment, il n'y a pas de catalyseur sur Pernod Ricard. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de catalyseur que c'est pas bon, que ça va pas. Oui, même si ça rebaisse encore un peu, on a vu, c'est excellent de quand même continuer à renforcer du Pernod Ricard. Alors après, évidemment, il faut pas finir avec 50% de votre portefeuille sur Pernod Ricard. Mais je vous ai dit, si jamais vous avez la partie, la partie dividende avec du rendement actuel et avec une croissance de votre portefeuille, là-dessus, Pernod Ricard, c'est vraiment le player qui est super intéressant là actuellement, ouais, tout simplement sur du Pernod Ricard. Et vous voyez, en fait, c'est pareil, comment dire, là on est vendredi. Et nous, chaque semaine avec Paul, on fait des coachings avec les membres. Et là, vous voyez, j'étais justement sur l'analyse donc de B2Gold que Paul a présenté là, en début de coaching. En fait, là, pareil, toi, je suis sur B2Gold. Là, c'était une entreprise que donc j'avais achetée pendant 200 jours, ça n'a rien fait. Ça a augmenté là de 40%. Et là, ça a tout reperdu parce qu'en fait, le quarter qu'ils ont publié, là, finalement, c'était la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une explosion des coûts de production par once d'or dans la mine la plus importante. C'était la mine là, comme Paul l'avait mis. Alors attends, hop, voilà, c'était là j'ai mis donc c'était vraiment donc ça c'est le all sustainability cost, c'est vraiment le coût d'or de production le coût de production par once d'or et sur le Fecola ça a grimpé à 2200, c'est record, c'est catastrophique. Alors pourquoi? C'est parce que bon Paul l'a très bien expliqué et bien mieux que moi, c'est parce que globalement dans une mine, vous avez différentes couches de minerais et là en fait, on a atteint une couche de minerais qui était très pauvre en or. Donc on a dû mettre énormément de capex, énormément d'investissement pour déblayer toute cette zone et en fait finalement on a sorti énormément de roches, hein, de terre qui étaient très pauvres en or. Donc finalement, le coût de once d'or par tonne a vraiment explosé, Mais ils ont bien dit que là, c'est bon, ils ont déblayé la zone. Là, on arrive de nouveau sur une zone d'or qui est correcte en termes d'or, et donc ça va redélivrer sur le quarter prochain. Donc là, en fait, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et en plus de ça, typiquement, les entreprises comme B2Gold, on a énormément de projets en pipeline, notamment par exemple la mine de Goose au Canada. On a également une autre mine qui vont augmenter de 30 à 40% la production d'or de l'entreprise. Donc ça veut dire que les bénéfices de l'entreprise vont là, c'est dans les pipelines, augmenter de 30-40%. Mais c'est pas maintenant. Et donc là, le marché il ne le price pas du tout. Le marché il regarde pas ça. Le marché il regarde en ce moment, les coûts d'or ont explosé et that's it. C'est tout, d'accord ça. Et finalement, voilà, l'entreprise s'effondre. Moi, j'étais en train d'essayer de retrouver le passage sur l'analyse finalement des problèmes, etc. de Crocs et de la stratégie qu'on avait mis en place. Mais bon, on va pas perdre, enfin je vais pas m'éparpiller, on est quand même sur Pernod Ricard. Donc justement, je vais me remettre sur là, voilà, le Q1 2025 de Pernod Ricard. Pourquoi je vous dis que c'est négatif? Voilà, bon, ça commence à pire qu'anticipé. Je crois que ça annonce bien la couleur. Alors effectivement, comme ils parlent, les résultats, les ventes sont softer, donc vraiment sont plus douces qu'anticipé. C'est aussi simple que ça. Donc le gros problème là vraiment, hein, du Q1 2025, c'est la faiblesse de la Chine
et des États-Unis. On parle de moins 26% en Chine et moins 10% aux US. Et le problème, c'est que ça représente 50% des ventes. Donc, le reste, qui a montré de la résilience, voire de la croissance, n'a pas compensé la perte de ces deux gros segments, ok, de ces deux grosses zones géographiques, excusez-moi. Là, voilà, déclin massif de 26% à cause de la faiblesse de la demande et des nouveaux droits de douane sur le cognac. Alors là aussi, où c'est négatif, en fait, si vous vous souvenez, j'avais fait une analyse donc d'LVMH là, il y a 3-4 semaines. Et donc, ce qu'ils avaient dit, le management, c'est ne vous inquiétez pas, parce que finalement, les droits de douane, on va s'en sortir en augmentant un peu les prix. Pernod Ricard, ce qu'il nous dit, c'est que eux, justement, compte tenu des conditions de marché, ils vont avoir du mal à augmenter les prix. Donc, ils vont vraiment se prendre les droits de douane en pleine figure. Ils ne vont pas pouvoir compenser l'augmentation des droits de douane par l'augmentation finale du produit sur les consommateurs. D'accord. Donc, ça, c'est un peu le négatif. Donc, voilà, le contexte macro chinois reste difficile, évidemment. C'est pas nouveau. Enfin, c'est pire que prévu. États-Unis, pareil, vente en baisse de 10%. Il y a une amélioration progressive quand même de la performance des ventes au détail. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est meilleur que le Q4, mais bon, c'est pas encore la reprise, quoi. Voilà, c'est pas le turnaround, c'est pas la reprise. On n'a pas un truc positif de 10%, etc. Pareil, bon, je vais passer rapidement. L'Inde, c'est positif, mais encore une fois, on n'a pas une croissance de 15% ni de 8%. C'est la croissance historique de Pernod Ricard en Inde. Mais là, voilà, positif. Par contre, voilà, ils anticipent une forte croissance, mais ils nous avaient dit la même chose la dernière fois. Donc en fait, ça stagne. C'est pas top, ça stagne. Europe, bon, là on a du moins 3%. Si on exclut la Russie, on a du plus 1%. Donc bon, voilà, c'est mitigé. Comme LVMH, hein, ils ont remis les mêmes mots, enfin les mêmes termes, un mot pour mot d'LVMH. C'est cette condition météorologique en été qui a fait que voilà, ils ont moins consommé, etc. Amérique hors USA, là on a une croissance positive de 3%. Donc Brésil, Canada, Mexique, c'est un peu ça un peu déclin, mais encore une fois, c'est des petites zones, hein, donc c'est pas très important. Donc tout ce qui va être travail retail, là on a une croissance de 3%. Voilà, ils ont dit que là pareil, ils vont avoir une forte croissance donc hors Asie. Et voilà, donc la reprise des voyages soutient les ventes, hein, avec un potentiel à long terme pour ce canal. Même chose, même conclusion que sur LVMH, hein, finalement ça se rejoint un petit peu. Tout ce qui va être efficacité, là voilà, là ils ont vraiment dit. Vous allez voir comparativement au Q4, ils étaient vraiment innovation à mort des nouveaux produits. Là c'est fini. Opération remettre les marges et opération garder les parts de marché. C'était ce qu'ils ont dit. Donc là, ils sont vraiment passés sur garder leur part de marché. Donc discipline, agilité. Effectivement, voilà, marketing, strict contrôle des coûts, etc. La discipline financière est prioritaire pour maintenir les marges dans un contexte difficile. Tout ce qui va être impact des tarifs, je vous l'ai déjà dit, ça pourrait leur coûter 130 millions, je vous l'ai montré dans le conference call. Et enfin, perspective de 2025, la croissance modérée prévue pour l'année avec un retour des marges stables. Voilà, bon, ils sont confiants en fait. Voilà, encore une fois, ils sont confiants. Et moi aussi, je suis confiant. C'est là-dessus en fait. Voilà, sur le long terme, je pense que le marché de l'alcool sur du long terme est intact. Je pense que voilà. Niveau de la démographie, ça va également délivrer. Je pense qu'on va quand même être pas mal. En fait, sur les prochaines années, ça va délivrer du cash. Je pense qu'une boîte comme Pernod Ricard sur les prochaines années, va continuer à délivrer du cash et donc l'acheter avec un PE, avec un forward P là, pour 2025 à peu près, si les marges reviennent à peu près sur du 16-17, donc avec un PE de 15, je pense que c'est encore très très bien pour la partie dividende. Attention, je le répète, pour la partie dividende, ok. Donc voilà, l'objectif est de maximiser la création de valeur tout en maintenant des investissements constants derrière les marques. Donc si on fait un petit résumé du Q4 2024 versus le Q1, 2025. Bon, la vidéo dure déjà 22 minutes, donc je vais aller droit au but pour la comparaison entre le Q1 versus le Q4, donc le quarter précédent. En fait, il faut vraiment retenir que le Q4, c'était bof, le Q1, c'est encore moins bien. On a eu vraiment une accélération de la décroissance en Chine et aux États-Unis qui n'a pas été compensée. En fait, le positif, c'est que comme ils l'ont marqué, ils ont quand même eu ils ont gagné des parts de marché dans 70% de leur marché, de là où ils sont positionnés. Mais le problème, c'est que les 30% restants, Chine, USA, c'est des énormes marchés qui les ont vraiment pénalisés. Ok, comme ils l'ont dit, pour le Q1 2025, ils se focalisent sur la protection des parts de marché dans des marchés vraiment clés. Ok, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc, encore une fois, ça va vraiment être une question de est-ce que la Chine repart, est-ce que les US repartent, etc. Est-ce que tout ça se remet dans le droit chemin et surtout en fait quand, vous l'avez compris, la question c'est vraiment quand est-ce que ça va se passer. Je pense que après voilà, en fait c'est pour ça on n'en sait rien. Moi tout ce que je sais c'est que Pernod Ricard c'est une super bonne boîte. En ce moment vous avez un super bon rendement et donc pour une partie dividende c'est super intéressant. Okay, après le reste tu vas peut-être mettre 6 mois, peut-être un an, peut-être même beaucoup plus, hein, si on se trompe ça va peut-être mettre beaucoup plus. Dans ce cas là effectivement ça sera pas un mauvais investissement, mais effectivement ça sera pas top quoi. On aurait pu faire beaucoup mieux, on aurait pu attendre, mais avec des si on peut tout refaire. Est-ce que le problème également d'avoir le raisonnement un peu plus court terme et de se dire oui machin, c'est que Pernod Ricard en fait le problème c'est que si vous rentrez pas maintenant et que vous voulez rentrer dessus, et bien sur le long terme vous allez louper toutes les opportunités. Sur le long terme vous ferez partie
partie des personnes qui me disaient en 2022 sur du Google, oui, j'attends quand les marchés baissent, tout le monde vous parle de soldes, et quand les marchés baissent encore plus, là, ils vous commencent à vous parler, oui, mais en fait, il faudrait peut-être commencer à attendre la deuxième démarque, la troisième démarque. Vous savez, voilà, et en fait, sur Google, les gens. Ici, il vous disait que non, il fallait attendre les 80, il fallait attendre les 70, il fallait attendre les 60. Et donc, en fait, il y en a plein qui ne sont pas rentrés, tout simplement. Il y en a plein aussi qui sont rentrés, qui sont sortis là, avec 15% de plus-value, ils sont sortis. En fait, donc c'est pour ça que, comment dire, le risque, là, c'est pas d'acheter du Pernod Ricard en ce moment. Le risque, ça va être la gestion de votre portefeuille sur du long terme. Ça va être, voilà, oui, la philosophie que vous allez choisir dans vos investissements. En fait, il est là le risque. Et c'est là où vous avez des chances de vous planter. C'est pas en achetant Pernod Ricard au prix actuel, d'accord? C'est vraiment ce que vous allez faire une fois que vous allez être dessus sur du long terme. Et si avant de finir la vidéo, je viens d'y repenser, bon, j'ai pas été très stratégique, j'aurais plutôt dû le mettre en début de vidéo, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé, ouais, Léo, est-ce que tu fais le Black Friday sur tes programmes? Alors non, et en fait, non seulement on ne le fait pas, mais là les prix vont augmenter parce qu'on n'est pas assez cher. Et deuxièmement, surtout, enfin là pour ce que je vais remettre en place, ça avait cartonné la dernière fois que je l'avais fait, c'est que je vais vous offrir tout simplement en fait un call en one-to-one avec moi, donc un appel avec moi, où je vais vraiment vous aider un maximum sur votre stratégie, ce que vous voulez mettre en place, la structuration de votre portefeuille et la méthodologie d'analyse. C'est ce que j'avais fait et ça avait vraiment cartonné. Je vais vous partager, là, juste pour la semaine qui arrive, je vais vous partager, nous, notre méthodologie d'analyse qu'on a en interne avec voilà, le quantitatif, le qualitatif, la matrice SWOT. Donc, encore une fois, totalement gratuit. Là, c'est pour à peu près une dizaine de personnes là, cette semaine. Je vous mets donc en description le lien pour prendre l'appel avec moi. Donc, voilà, aucune obligation, totalement gratuit. Voilà, je vais vous aider là-dessus. Voilà, ok, je me suis mis en plus petit. C'est vrai que j'avais complètement zappé qu'il y avait le Black Friday là, qui tombait le 15 novembre. En fait, je comptais pas du tout là, le repartager. Donc, encore une fois, pour tous ceux qui n'avaient pas pu prendre de call, la dernière fois que j'avais mis un truc comme ça en place, profitez-en là cette fois-ci parce que la prochaine fois, je ne sais pas encore une fois quand ça sera. Je pense que ce sera peut-être en janvier par là. Je vais faire ça comme ça une fois tous les 2-3 mois. Donc, écoutez, voilà, encore une fois, l'objectif, c'est vraiment qu'on construise ensemble votre plan d'action, qu'on mette tout en place, etc. Donc, voilà, profitez-en. Je pourrais faire payer ça à 100, 200, 300 balles largement, vraiment. Donc voilà, je vous mets ça en description et on se retrouve certainement en call, en one-to-one là dans la semaine. Et sinon pour les autres, pour la prochaine vidéo, je vais également reprendre les lives prochainement sur la chaîne YouTube. Donc voilà, je vous souhaite un magnifique week-end. Merci, c'était Léopold.